Bonjour, bienvenue dans Mon Quotidien TV. Ça y est, c'est le week-end, mais avant de profiter de votre week-end, eh bien, il y a l'émission qui va nous permettre de faire connaissance avec une personnalité qui a des choses à dire, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les plateaux. Mais cette personne, c'est Jean-Raphaël Cessa. Bonjour Jean-Raphaël. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur le plateau de Mon Quotidien TV. Nous allons parler du Cercle Da Vinci, évidemment, dont tu es le président. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens. Alors c'est à toi, qui es-tu? Alors Jean-Raphaël, c'est un prénom français, mais le nom est d'origine napolitaine, puisque mes parents viennent de la région de Naples. Et donc j'ai une double culture, culture du sud-ouest et culture napolitaine. Alors double culture, d'accord, mais je crois aussi que pendant ces jeunes années, tu as décidé de faire un projet fou, un long métrage avec un caméscope Super 8. Comment ça se passe? J'ai commencé, tiens justement, tu fais bien en parler. J'ai commencé à filmer quand j'étais dans la marine. Donc je suis en train de sortir d'ailleurs tous les bobines, c'était du Super 8, donc toutes les bobines que j'ai là depuis 40 ans. Et je suis en train de les mettre sur vidéo, donc sur médias numériques. Et donc je redécouvre plein de choses. Ouais. Mais c'était donc le départ parce que j'ai créé à ce moment-là une association. Bah, tiens, c'est vrai, j'avais zappé que j'avais créé une association à cette époque-là, c'est pas la première, donc c'est la deuxième. C'était le cinéma. Donc on avait enregistré un film, on avait tourné un film comment dirais-je, en environnement quasiment professionnel, avec que des amateurs. Ça avait duré 1 an, en Super 8. Et ça aboutit? Alors ça aboutit, c'est vrai que ça aboutit, et du coup m'a donné envie d'aller plus loin. Et donc je me suis inscrit au Conservatoire libre du cinéma et j'ai fait ma première année à distance. J'ai été donc reçu pour la deuxième année, du coup j'ai dû tout quitter, encore une fois, parce que j'avais déjà tout quitté pour partir en Australie, mais quelques années plus tôt. Et j'ai donc tout quitté une deuxième fois et je suis venu à Paris. Et j'ai travaillé pour payer mes études. Donc j'étais dans un restaurant auvergnat, je faisais le bar, je tenais le bar, je faisais le service. Et le soir, je faisais mes cours du soir. Donc tu étais tout jeune, mais ouais. Tu as commencé à travailler avant d'avoir 18 ans. Tu es parti dans l'armée. Ouais. Ensuite, tu as été VRP. Tu as fait un long métrage en même temps sans avoir les compétences, les connaissances requises. J'apprenais sur les bouquins. Ouais. Tu es devenu VRP aussi. Oui. Ça t'a permis d'avoir un véhicule, tu me disais en préparant l'émission. Pour pouvoir... J'avais une CX et donc je suis allé à Paris, j'ai tout quitté, bon boulot, et je me suis donc inscrit pour la deuxième année au conservatoire. Je faisais donc mes études, cours du soir, et la journée, eh bien, pour payer ma chambre d'hôtel, je faisais le service dans un restaurant auvergnat. Donc j'ai commencé à Il manquait que la Ligo et la truffade pour couronner le tout, quoi. Alors j'avais... Parce que le cuistot était bon, c'était très bon le cuistot, c'était très bon. La Ligo, la truffade, effectivement, et là j'ai connu les vins de Cahors. Donc j'ai fait mes cours et c'est pendant un cours, j'avais un de mes amis qui était dans le bureau du directeur, il reçoit un coup de téléphone, il cherchait des stagiaires pour un tournage avec une production allemande. Et mon copain a été donc pris, mais sauf qu'il fallait être véhiculé. Et il dit, mais j'ai mon pote qui a une voiture, moi j'avais ma CX, les CX diesel, et il me dit, tu viens avec moi, et donc j'ai commencé, et là du coup je suis rentré dans le milieu du cinéma et j'ai fait 6 ans. Alors beaucoup dans la ventouse, parce qu'il y a un métier, alors peut-être qu'il faut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, c'est le début du début, on commence comme ça, on passe nos nuits à... bloquer des places de stationnement. Le directeur de prod demande au régisseur, il nous faut 40 places, dont 3 places grandes pour le camion électro, le groupe électrogène, le camion loge pour les comédiens, camion, comment ça s'appelle, costume. Ouais. Donc on devait garder, donc toute la nuit on essaye, quand les gens partent bosser, on ferme les places et on récupère les places. Il faut que le matin, à l'arrivée de l'équipe technique, tout le monde ait sa place pour pouvoir travailler et non pas se garer quand c'est à Paris, parce que quand c'est à la campagne, c'est facile. On a fait des films à la campagne, mais à Paris, c'est un peu plus compliqué. Donc tu fais ça, mais à un moment,
tout le monde te voulait parce que tu faisais ça bien. Oui, parce que la ventouse, j'étais devenu bon là. Pour la ventouse, j'étais devenu bon. Au bout d'un moment, j'ai dit, attendez, ça suffit parce que tout le monde m'appelait. J'ai dit, non, moi j'ai fait mes cours de réalisation, et donc je voulais être réalisateur. Du coup, je suis passé stagiaire. Je me souviens, j'ai commencé avec les films d'Arsène Lupin de mémoire. Et puis régisseur adjoint, je crois que j'étais sur un tournage dans le Périgord, justement, à côté de chez moi. À l'époque, il y avait Jean Carmé, il y avait Roland Giraud, il y avait pas mal de monde qui sont devenus pas mal d'ailleurs, qui ont eu des carrières derrière. Et j'ai terminé régisseur général, et c'est à partir de là, je crois que j'étais sur la première soap, la première série, comment on appelle ça, participative, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait le Minitel, et on posait la question, c'était un samedi, je crois, ça s'appelait Salut les homards. On posait une question, est-ce que... tel personnage doit... Voilà, doit avouer son amour à Marc, un truc... et donc c'était oui-non, quoi. Et donc dans la nuit, les résultats tombaient. Et en fonction du scénario, enfin le scénario évoluait en fonction des réponses. réponses. Et donc ils avaient tout le week-end, tout le week-end pour refaire un autre truc. Et puis le lundi matin, j'amenais le nouveau scénario aux comédiens et on repartait une semaine de tournage dans les tours. Alors ce qui est dommage, c'est que tu as franchi un peu toutes les étapes de la production, mais le problème c'est qu'au moment où tu commences à te rapprocher un peu des places qui t'intéressaient, ça a été la crise dans le cinéma. Oui, c'était la crise dans le cinéma et donc je me suis réorienté sur un truc qui me plaisait et donc je suis rentré dans l'informatique. Sans amertume? Non, parce que... Si, c'était gênant parce que je crois que ce jour-là, j'ai refusé un tournage avec une amie, je crois que c'était à Lyon avec Dupontel, j'adorais Dupontel. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait, Jean-Yann, enfin il y avait pas mal de trucs. Jean-Yann parce que j'avais bossé 1 an avec lui. C'était un numéro. Là encore, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette partie de ta vie professionnelle dans le monde du comme cinéma? d'habitude, je pense, pour tout le monde, c'est qu'on garde les bons moments. Ouais. Les mauvais s'effacent. Il faut les chercher. Donc, tu bascules dans le monde de l'informatique, tu avais des compétences, tu apprends sur le tas? J'apprends toujours. Ouais. On m'appelle caméléon, je m'intégrais dans les nouveaux environnements et donc je suis rentré directement chez Capgemini. Ouais. Et j'ai passé pas mal de temps, puis c'était l'an 2000. Ouais. À cette époque-là, c'était la guerre, toutes les entreprises cherchaient des informaticiens. Donc le groupe Kodak, je faisais une pige chez eux. Ils en avaient sous la main et du coup, ils m'ont demandé... Le directeur informatique Europe à l'époque était un Italien, donc du coup, tout de suite, ça a facilité mon intégration et j'étais embauché par le groupe Kodak. Et du coup, tu as fini ta carrière professionnelle dans l'informatique. Voilà, j'étais responsable informatique et puis le groupe Kodak a vendu son business santé, toute la branche santé. Ouais. Donc j'ai fait le choix de partir avec eux. On a créé une nouvelle société spécialisée dans l'imagerie médicale. C'était le groupe Carestream. Et là, à la fin les 2 dernières années, ou les 3 dernières, je crois, on m'a demandé de prendre en charge l'équipe d'appel d'offres des marchés. Donc j'étais en charge de la cellule des marchés et j'ai terminé là. Tu as terminé là, mais tu n'avais pas envie de te tourner les pouces et de profiter d'une retraite bien méritée. Tu as eu envie de faire plein de choses, et notamment de partir dans un projet politique. Alors oui, j'ai monté une liste sur des événements particuliers, je n'évoquerai pas. J'ai monté une liste et j'ai passé un accord avec l'opposition de l'époque et donc nous avons été élus à 8 voix près. Il y a eu un recours à la queue en brie. À la queue en brie. Donc du coup, étant élu maire adjoint, j'avais évoqué avec mon voisin de faire un jumelage, mais le jumelage avait déjà été validé avec la communauté portugaise. On s'est retourné et on s'est dit on va faire une association de descendants italiens. C'est comme ça que le cercle Léonard de Vinci est né. Le cercle, c'est aussi le raccrochement au début de l'histoire, c'est-à-dire que tu reviens à tes origines et que tu te dis on va essayer de... Donc quand j'ai voulu faire... le cercle est né le 9 janvier 2018 et quand j'ai fait la création à la préfecture, le cercle Léonard de Vinci était pris. J'avais fait toute la com dessus, je dis c'est pas possible. Et donc tout de suite, je ne laisse pas, j'ai dit on va faire, c'est franco-italien, le cercle en français, Leonardo da Vinci en italien,
C'est Et ça s'est passé. Donc aujourd'hui, on peut très bien dire le cercle Léonard de Vinci en français ou le cercle Leonardo da Vinci en italien. C'est toujours nous. Donc, tu fondes cette association en 2018, tu en es toujours le président. Oui, président, fondateur. Et du coup, tu as une idée assez originale dont je voulais qu'on parle brièvement, c'est qu'en révisant les statuts récemment, tu as voulu créer un statut un peu particulier pour les membres. Oui, ça a fait tiquer notre avocate parce qu'on avait donc notre grand projet de monument dont on va parler. On avait besoin d'être carré au niveau administratif et il fallait que, au niveau de nos statuts, ça avait été demandé aussi par l'administration fiscale. Donc on a refait avec un groupe de travail de juristes, on a refait nos statuts et ça a été ensuite préparé et revu et validé par une avocate spécialisée en droit associatif. Et donc, il y a eu une remarque qu'elle a fait, c'est dit, il y a un bug là, parce que vous avez marqué que les gens qui intègrent le cercle deviennent membres à vie. Je dis, ouais, c'est une idée que j'ai eue, je vais changer. Je me dis, mais ça ne se fait pas. Mais je dis, si, on va le faire, nous. Et donc, on l'a fait, c'est-à-dire que tous ceux qui intègrent le cercle Léonard de Vinci deviennent membres à vie. La seule solution pour partir du cercle, pour sortir, c'est de demander à sortir, ou que le conseil d'administration décide d'exclure pour des raisons d'esprit, de comportement. Vous n'avez pas l'esprit du cercle. Et donc, du coup, on valide la sortie. Mais il y a eu très peu de demandes de sortie. Hein. D'accord. Et puis, de toute façon, donc, tu es membre à vie si tu le souhaites. Voilà. Et tu peux être aussi également membre adhérent pour pouvoir procéder. Et donc, effectivement, pour pouvoir procéder au vote et l'avis de l'association, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient là au début en 2018 et puis qui ont disparu, puis qui sont revenus adhérer en 2020 ou 2021. Il faut quand même voir que beaucoup d'associations ont beaucoup perdu pendant le confinement, le premier et le deuxième. Ils n'ont quasiment rien fait. Nous, au Cercle, on a rentré une centaine de membres. Donc aujourd'hui, l'association, c'est plus de 600 membres à vie. Alors, tu n'as pas fait le pointage récemment? Non, parce qu'avec le monument, il y a énormément, on va dire, plus de la moitié des gens qui découvrent le projet de monument et qui veulent intégrer le cercle. Donc on fera une relance à tous ces gens-là. Voilà, si vous voulez vraiment rentrer, vous avez un lien, c'est en ligne, vous allez sur le site du cercle Léonard de Vinci, inscription, et vous rentrez directement dans le cercle. Mais on n'a pas le temps parce qu'on est tellement pris par ce projet, il faut trouver l'argent. Trouver les mécènes et on a des événements en parallèle. Alors justement, donc ça, on va parler de toute cette actualité, mais alors si on résume l'objet de l'association du cercle Leonardo da Vinci. La promotion de la culture italienne, de la Dolce Vita que tout le monde connaît. Culture et gastronomie. Alors culture, gastronomie, caritatif, parce qu'on a fait des concerts caritatifs pour aider des associations. En 2019, on en a fait 2 pour aider des associations qui s'occupaient d'enfants avec autisme. Donc on a fait un concert au château de la Cambrie et on a fait un concert au conservatoire de Saint-Maur. Il y avait une 60aine de musiciens classiques, un magnifique concert sur les musiques de films italiens. On a fait dernièrement, l'année dernière, on a fait un concert dans une église à la Cambrie. Et donc les bénéfices ont été remis à la paroisse. Donc on fait des actions caritatives. On demande de l'argent, mais nous aussi on en récolte pour d'autres. Pour d'autres, oui, d'accord. Donc du coup, ça c'est globalement les raisons pour lesquelles on devient membre ou on participe à la vie de l'association. Et donc il y a ce grand événement, enfin ce grand projet que tu portes depuis assez longtemps, qui est de créer un monument. Quoi comme monument? Où? Et comment tu finances ça? Alors le monument est né, c'était à l'occasion au tout début, première réunion des fondateurs, et on cherchait des idées de projets. Moi j'avais donc justement le fameux projet du concert au château, et un de nos fondateurs, Jacques Zecca, a dit mais pourquoi on ne ferait pas comme les Portugais qui ont construit un monument dédié. Alors, les Portugais, la communauté portugaise a créé ce monument à Champigny, mais c'était dédié au maire de Champigny, qui avait aidé la communauté portugaise dans le ghetto, qui avait créé l'école, qui avait nettoyé, c'était un ghetto, quoi.
Et donc pour les remercier, les frères Francisco, puisqu'ils nous ont rejoints justement, ils ont fait leur monument, ils ont les capacités et ils ont essuyé les plâtres. Ils nous racontaient que l'idée c'était de remercier donc la ville, le maire de Champigny. Et ils ont fait ce monument portugais tout en marbre qu'on peut retrouver au plateau de Champigny. Donc vous allez faire un peu la même chose. Nous on va le faire. Vous allez le faire où? Alors, au départ, quand j'ai présenté le projet au consulat général d'Italie, la consul de l'époque, Emilia Gatto, qui, petite parenthèse, aujourd'hui est ambassadrice d'Italie au Niger, a demandé un rendez-vous avec les équipes d'Anne Hidalgo pour faire le monument à Paris. Le conseiller comment dirais-je, au patrimoine, mais il est aussi sur le droit de... comment c'était son titre? Je me souviens plus très bien, mais c'est pas grave. Peu importe, en tout cas, ça avait l'air d'être compliqué. Et toi, tu t'es orienté sur un autre qui, il nous a dit que c'était compliqué, parce que chaque mètre de la place d'Italie, ben, c'était 10 projets. Ouais. Donc, entre-temps, j'avais rencontré le maire de Nogent, qui me dit, moi, le monument, je le veux. Donc, Jacques J.P. Martin, merci. Et donc, il dit, moi, le monument, je le veux. En plus, on est une ville qui a connu l'histoire de Cabana, qui a écrit le bouquin L'Héritage, donc il y a toute une culture italienne. Il y a peut-être un quart de la ville qui est d'origine italienne. Donc, on le prend et on va le faire chez nous. Le temps file, il faut qu'on parle de toutes les actus, et alors, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, donc, le monument... Aujourd'hui, vous cherchez quand même des financements. Alors aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, puisque nous atteignons les 300 000 euros, donc on doit être dans les... exactement, non, parce qu'il en rend tout le temps, donc on n'est pas à jour. C'est la moitié, au moins la moitié du budget qui est de 620 000 euros. Ok. Si on veut participer, si on veut devenir mécène du projet, comment on fait? Alors on recherche toujours des mécènes, puisqu'il faut qu'on boucle cette année. On voudrait le construire cette année. Il faut donc aller sur le site, contacter le Cercle Léonard de Vinci. Tous les mécènes profiteront, bien sûr, nous sommes d'intérêt général, donc une déduction, le rescrit fiscal qui est de 60% pour les entreprises. Ouais. Et tous les particuliers qui veulent mettre le nom de leur famille sur ce monument, puisqu'il y aura 4 arbres en acier avec 450 à 500 feuilles dans cet arbre, et chaque feuille portera le nom d'une famille, voilà, portera le nom d'une famille d'émigrés italienne. Donc à partir d'un don de minimum de 100 euros, chaque famille peut mettre le nom de ses parents, de ses grands-parents sur cette feuille avec la date d'arrivée et le village d'origine. On retrouve toutes ces informations sur le site internet. Sur le site internet. Alors en même temps, le Cercle Léonard de Vinci, c'est de la culture. Donc nous avons en cours depuis le 1er décembre dernier notre concours des prix littéraires, poésie, nouvelles et romans, en langue française, en langue italienne. Donc ça fait 6 prix. Plus les prix du jury. Et, ça fait 8 prix au total. Ça fait 8 prix. Alors quand même, vous enchaînez des lieux prestigieux quand vous faites ces éditions. Voilà, donc en 2019. Sénat, Assemblée nationale. Tout à fait. Re-Sénat en 2022. Voilà, alors en 2019, on avait fait le Sénat. En 2020, Covid, on n'a pas pu faire remercier nos auteurs. 2021, Assemblée nationale. 2022, là, je ferai venir les auteurs de 2020 et de 2022. Et ça, c'est pour un événement au mois de décembre? Le 2 décembre, ce sera au Sénat, donc sur invitation, parce que là, je ne sais pas s'il y aura des contraintes sanitaires, mais... si les artistes veulent concourir, ils ont jusqu'au 1er juillet pour déposer leur donc les contributions sont au donc du 1er décembre au 1er juillet. Ensuite, pendant l'été, les jurys vont lire les bouquins. Le président du jury pour la 2e année consécutive, c'est le journaliste politologue Alberto Toscano, qui est le président du jury. Et bien entendu, il y aura une... alors, c'est tombé hier, on fera un salon. En mai. En mai. Donc on avait nos prix littéraires, tant qu'à faire, on va faire notre salon. Donc on va débuter notre salon, logiquement, avec un partenariat ce sera organisé par la ville de Noisy-le-Grand, puisque nous avons une administratrice qui est maire adjointe à la culture, et donc qui va inviter tous nos auteurs. Ce sera une répétition pour notre grand salon l'année prochaine. Ça aura lieu le 21 mai 2022. Ce sera le 21 mai. Et l'année prochaine, on n'a pas encore la date.
Non, il faut qu'on trouve un endroit prestigieux pour faire, on va voir. D'accord. Bon, ben merci Jean-Raphaël. J'ai pris un peu le TGV à la fin parce qu'on avait plein de choses à dire, mais c'était passionnant et je vous remercie d'être venu. Enfin, je te remercie. On se tutoyait, je ne vais pas faire comme Patrice Batman. Non, je ne vais pas vous voyez à la fin. Donc, je te remercie d'être venu sur le plateau. Mon quotidien TV, c'est fini pour cette semaine. La semaine prochaine, nouvel invité, nouveau présentateur. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao. Au revoir.